Vous écoutez la deuxième partie de cet épisode avec Isabelle Genet, partie dans laquelle Isabelle nous dévoile les travaux de Centraide qui visent à mesurer l'impact de l'organisme sur la société, une démarche importante pour mieux répondre aux besoins en constante évolution. Vous allez aussi comprendre la place des groupes communautaires qui soutiennent les populations vulnérables dans ce grand filet social, ainsi que l'évolution et l'augmentation des besoins de ces personnes en situation de précarité. Ça m'amène à mon autre question. Est-ce que Centraide est en mesure d'un peu évaluer l'impact? Parce que ça doit être difficile quand même justement d'avoir... C'est 225, c'est ça? 225, 225. Oui. Ça doit pas toujours être facile de mesurer l'impact que Centraide a sur la société. On le voit que, comme on l'a dit, là, on le sait que ça aide à plusieurs niveaux. Puis c'est sûr que si ça aide, par exemple, une famille, ben là, c'est pas juste une personne qui a été aidée, c'est toute ou une personne dans la famille, mettons, qui a des problèmes de santé mentale, ben c'est toute la famille qui va être aidée indirectement. Donc, comment on fait pour calculer? Oui, ça, c'est une excellente question. On se l'est posé, bien évidemment. Premièrement, on prend toujours un pas de recul très humble par rapport à tout cet enjeu-là, une mesure de notre impact social qui est, Centraide, on est une pierre de l'édifice, de la solution. On n'est pas l'édifice. Hein? Donc, on ne finance pas 100% de Moisson Québec. On leur donne un peu plus que 300 000 par année. Mais Moisson Québec a un budget bien plus large que ça. Ou d'autres organismes, on est une partie du financement. Puis là, il ne faut pas juste se limiter au financement. Hein? Centraide aide de plein d'autres façons différentes. Très prochainement, on a le forum des organismes où est-ce qu'on va parler de tous les enjeux de RH cette année. L'année passée, on a parlé de financement. On invite tous les organismes communautaires. On fait un colloque d'une journée. On a tous les enjeux aussi où est-ce que Centraide travaille sur la pédagogie sociale, sur mieux comprendre c'est quoi ça, la pauvreté, la précarité, l'exclusion. Le podcast qu'on a créé en cause sociale, ça en est un outil de pédagogie sociale. Donc, tu sais, on agit sur plusieurs choses. Maintenant, après ça, quand on dit, OK, mais là, je regarde l'aiguille de la pauvreté, là, puis là, nous autres, ça fait tant d'années qu'on fait ça, fait qu'on l'a fait bouger de combien? On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oui, mais là, les politiques publiques sur la lutte à la pauvreté ont un impact majeur. Les règles autour de l'aide de dernier recours, par exemple, pour les personnes qui sont vraiment en précarité puis qui sont sur l'aide sociale, ça non plus, nous autres, on n'a pas vraiment d'impact là-dessus. Puis, ça serait faux aussi de penser que c'est seulement la philanthropie qui va régler ces grands enjeux-là. Tu sais, ça, c'est délicat aussi. Nous tous et toutes là, qui donnons à Centraide, là, puis qui décidons de faire, se dire... Peu importe c'est quoi le montant. Là. Moi, je donne ça à Centraide, puis j'y crois, puis je sais que je soutiens un filet social qui est essentiel. On paye tous aussi des impôts. Donc là, est-ce que tout d'un coup, tous les enjeux tu parlais d'itinérance qui a explosé tantôt, là, est-ce que ça devient la philanthropie qui est la seule solution à ça? Non. Par contre, on est une grosse partie de certains morceaux de la solution, puis on le voit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est un des Centraides, là, à ma connaissance, au Québec, on est peut-être deux là, à avoir travaillé là-dessus. Où est-ce qu'on a décidé d'aller faire vraiment un modèle logique pour calculer c'est quoi notre impact social. Fait qu'on est en train de le monter présentement. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est une science, ça, hein, mesurer l'impact social. Des fois, je fais des parallèles avec ça, les gens qui me posent ces questions-là en développement économique. Tu sais, quand tu es une organisation de développement économique, je sais pas moi, tu organises des programmes d'accélération d'entreprise, des missions, puis après ça, tu dis, on a créé combien d'emplois, puis combien de contrats qui ont été signés. Mais là, à chaque fois, tu fais, ouais, mais est-ce que c'est vraiment juste à cause de ce qu'on a fait que ces emplois-là ont été créés? Fait que, tu sais, tu te gardes toujours un petit recul. Mais c'est la même chose, mais là, on est dans des enjeux sociaux sur la pauvreté, la santé mentale des populations. Tu sais, c'est très large. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec... on a la chance d'avoir quelqu'un sur notre conseil d'administration qui est Emmanuel Carreau, qui est professeur à la faculté de médecine à l'Université Laval, qui est vraiment une experte dans la mesure d'impact social, qui a travaillé sur ce modèle logique-là d'impact. Fait que là, on commence à colliger la donnée. Puis là, on ne peut pas colliger juste la donnée quantitative pour arriver à quelque chose d'intéressant avec ça. Il y a de la donnée quantitative aussi. Est-ce que quand je participe à une activité Centraide en tant que donateur, je fais par exemple, je ne sais pas moi, la tournée d'autobus avec les maires. À chaque année, on fait une tournée d'autobus avec le maire de Québec, avec le maire de Lévis, un après l'autre. Puis on part, puis on va devant des organismes pour que les gens réalisent que dans leur propre quartier, il y a des organismes qui ne soupçonnaient pas, qui font un travail extraordinaire, puis qu'en étant un donateur de Centraide, il participe au soutien de ça.
Bien, quand on fait ça, on leur demande après, est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur telle ou telle chose? Est-ce que ça vous porterait à peut-être être plus attentif sur tel ou tel enjeu? Ça, c'est pas de la donnée quantitative. Après ça, avec les organismes qu'on soutient, bien évidemment, il y a une reddition de compte, là. Donc, tu sais, combien de gens sont venus chez vous? Est-ce que vous avez augmenté le service de X, Y, Z? Est-ce que fait que ça, on est capable d'aller le chercher? Ça fait des années qu'on va le chercher. Mais tu peux pas juste sortir un nombre de personnes qui est venu, je sais pas moi, chercher de l'aide au pignon bleu, manger le midi, le nombre d'enfants a augmenté de tant de pourcents. Bien, c'est pas parce que ça va mieux, parce qu'on a augmenté le service. C'est pour ça que je dis que c'est pas des calculs qui sont simples à faire, mais c'est possible. Puis on s'est fait un modèle logique pour commencer à s'y attaquer. Fait que j'ai bon espoir qu'on va arriver avec des choses assez intéressantes à partager éventuellement avec ça. En même temps, ça serait facile d'être découragé des fois devant ça. Parce que tu dis, bon, ben là, on calcule, puis on regarde la demande qui augmente, puis là, ben ça, on n'a pas d'impact là-dessus. La question, elle n'est pas là. La question, elle est sur le fait de croire fondamentalement que les groupes communautaires qu'on soutient font toute la différence. Ils sont la majorité du temps la première ligne. C'est vraiment eux qui aident sur la première ligne, sur le terrain. Puis ils ont besoin de notre soutien. Puis ils font des miracles. Mais on voit, de toute façon, on voit beaucoup de témoignages. Moi, je trouve que c'est aussi des choses qui étaient justement auprès d'organismes, là, de gens qui soit sont passés par là et puis ont réussi à trouver l'aide qu'ils avaient besoin. T'en vois certaines personnes qui font justement des témoignages de leur vécu puis de comment ils en sont sortis. Donc ça, c'est une façon claire, mais c'est sûr que ça doit être hyper complexe. Puis c'est pour ça que je trouvais la question intéressante, c'est parce que c'est entre les personnes déjà qui vont l'exprimer, ce besoin là, d'avoir de l'aide. Donc déjà, c'est juste là, c'est difficile à mesurer qui a besoin d'aide puis qui a réellement reçu de l'aide. Ouais. Juste ça, puis déjà, ceux qui réussissent à y aller, comme tu t'imagines-tu qu'est-ce que ça prend comme courage pour te dire, hey, moi, là, ça fait une semaine que les enfants, je suis pas capable de mettre de collation dans la boîte à lunch, puis qu'ils reviennent de l'école puis ils pleurent parce qu'ils ont le mal à la tête. Puis là, j'ai plus d'argent dans mon compte. Puis je vais aller dans une banque alimentaire pour la première fois de ma vie. Moi qui, comme 25% des gens qui vont dans les banques alimentaires présentement, j'ai des revenus d'emploi. C'est ça la statistique, hein? On est passé là c'était 19 000 personnes par mois qui étaient desservies par Moisson Québec avant la pandémie à 80 000 présentement par mois. Et là-dessus, il y en a 25% qui ont des revenus d'emploi. Les gens travaillent et ils vont dans. Donc, pour revenir à ce que tu disais, de prendre cette décision-là parce qu'on est au bout, puis il faut y aller, on a juste le goût de passer entre le mur et la tapisserie. Ouais. Ça prend un courage immense pour aller chercher de l'aide. Donc oui, il y en a probablement des gens qui, pour la première fois, arrivent à cette conclusion-là, puis ils se disent « Ah, mais là, non, je n'irai pas là, je vais prendre la place de quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Et là, ce qu'on voit présentement, c'est le visage de la pauvreté qui change, puis qu'il y en a de plus en plus des gens qui en ont vraiment besoin et qui ne sont pas dans les stéréotypes qu'on peut... Puis tu sais, quand je dis ça, les stéréotypes qu'on a en tête, là, les gens qui nous écoutent, s'ils les ont en tête, c'est pas des mauvaises personnes, on est toutes faites pareil, là. On se lève pas tous les matins en disant « Oh, il faudrait que je travaille sur mes stéréotypes de qui est-ce qu'un pauvre dans Québec-Chaudière-Appalaches. » C'est pas ça la question, là. C'est que les populations vulnérables, ils ont changé. On est rendu en itinérance, on voyait pas ça avant, c'était individuel, l'itinérance. C'était des personnes seules. Là, on est rendu qu'on voit des couples de personnes âgées qui ont dilapidé toutes leurs économies en RPA puis qui sont rendues dans la rue. Des petites familles qui font du camping avec les enfants tout l'été. Rendus à rentrée scolaire, on les trouve plus à l'école parce qu'ils n'ont pas trouvé de maison puis sont encore dans l'attente au fond d'une terre en jachère dans des quartiers qui sont pas si urbains que ça. Ça s'est régionalisé aussi, l'itinérance. Puis l'itinérance, c'est la forme la plus extrême de la pauvreté puis de l'exclusion, là. Donc, je donne souvent des exemples sur l'itinérance parce que les statistiques sont vraiment frappantes. Mais avant de se rendre là, il y a toute une cascade là, qui peut arriver. Puis les groupes communautaires, ils interviennent dans cette cascade-là. Fait que ce qu'on voit, l'augmentation puis le changement du visage de la pauvreté puis l'augmentation de l'itinérance, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'il y en a plein qui ont été réchappés avant par les groupes communautaires, là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les lâcher, là, parce que oui, ça peut être des enjeux de toxicomanie, mais ça peut être l'histoire que je viens de donner par rapport à un couple de personnes âgées qui a plus les moyens d'être en résidence puis qui a tout perdu. Ça arrive, ça on ne voyait pas ça avant.
Justement, ça m'amène une autre question. Si on parle un peu plus société, on voit dans les dernières années, justement, en tout cas, ma perception, puis peut-être que tu auras une vision qui est plus éclairée, on va dire, mais c'est que la pandémie a amplifié ça, mais ça devient de plus en plus stressant pour les familles et les gens en règle générale au niveau financier. Je pense que malheureusement, le financier, c'est une des grosses bases de beaucoup de problèmes, là. Donc, comment Centraide voit évoluer la situation et puis comment Centraide un peu se prépare ou s'équipe? Bien, en fait, il n'y a pas une chose qui amène nécessairement une autre. Il n'y a pas une espèce de hiérarchie d'enjeux là, où est-ce que si tu as eu un problème de toxicomanie, ben là, tu vas peut-être te ramasser itinérant, mais si tu es itinérant et tu n'as jamais eu de toxicomanie, ça veut dire que tu n'es pas un itinérant qui devrait être là. Tu sais, on n'est pas là. Par contre, c'est vrai, parce que tu parlais de la situation financière là, qui pouvait être une cause grave. C'est vrai que l'augmentation du coût de la vie, ça a frappé très, très fort. Là. Puis, tu sais, la pandémie, elle a été une révélatrice de grandes inégalités sociales. Mais après ça, les gens se sont mis à aller moins bien, puis ils rajoutent par-dessus ça une inflation galopante. T'sais, tout le monde la voit, là, la livre de beurre à 8,50. J'ai même vu à 9 là, récemment là, à l'épicerie. Là. Bien, les gens qui ont un budget vraiment, vraiment minimal, puis que là, tout d'un coup, le coût de la vie a augmenté, leur logement, leur loyer a pris une ampleur qui n'est pas viable. T'sais, on est rendu avec des gens qui doivent consacrer des fois 50, 60, 70 % de leurs revenus à leur loyer. Mais un coup que tu as fait ça, là, puis que tu as, mettons, un enfant en plus qui est à l'école, tu coupes dans quoi? Parce que tu n'as pas plus de revenus. Il faut que tu gardes ton Internet puis ton chauffage, ben tu coupes dans la nourriture. Donc, oui, c'est un enjeu financier, c'est clair, mais c'est tout un ensemble de choses qui fait que avec la crise du logement, l'augmentation du coût de la vie, des fois, ça cause des stress immenses. Là. Quand ça fait des semaines que tu sais plus, t'endors plus parce que tu sais plus comment faire pour dire, bon, ben j'ai réussi à acheter tel morceau à l'épicerie, puis il faut que je fasse une recette pour une semaine, il faut que je mette quelque chose en boîte à lunch, puis qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, un des déterminants majeurs de la santé physique des gens, c'est la santé publique qui dit ça, là, c'est pas moi qui invente ça, là, c'est le stress. C'est le stress qui fait que ça va déterminer ta santé. Un stress en soi, c'est pas mauvais, là. Un stress, c'est fait pour qu'on se sauve de situations graves. Mais un stress constant sur des choses aussi fondamentales que je n'arrive pas à nourrir mes enfants, ça finit par avoir des effets aussi sur la santé mentale des gens. Fait que quand on regarde ça, on se dit, Caroline, c'est compliqué. Hein? Je regarde ça, là, le témoignage de Centraide, là, la madame qui parlait, là, elle a eu des problèmes avec son logement, pauvre elle. Puis en plus, elle est tombée en dépression. C'est une chose après l'autre. Mais oui, mais ça ne sort pas d'un beau ciel bleu. C'est parce que quand tout est difficile comme ça, puis que ça s'accumule, à un moment donné, un être humain, on est toutes faites pareil. Là. Il y a certaines barrières qui finissent par s'effondrer. Là. Puis qui est là pour les sortir de l'eau, là, puis qu'ils reprennent une petite respiration, puis c'est les groupes communautaires. Quand ça fait des semaines que tu dors plus, puis que tu pleures, puis que tu ne réussis pas à nourrir tes enfants, tu ne fais pas 9 en 1. Tu vas voir un organisme proche de chez vous pour essayer d'avoir de l'aide. Puis tu sais, ce qu'on voit beaucoup dans les groupes communautaires qu'on soutient, là, c'est des gens qui sont en épisode. Il ne faut pas l'oublier, ça, des épisodes de précarité. Parce que le but, c'est de les sortir de là, là. Le nombre d'histoires que je pourrais te raconter de gens qui sont arrivés là, qui ont cogné à la porte pour de l'aide alimentaire, découragés, plus capables de nourrir ses enfants, etc., puis que c'est rendu maintenant qu'ils travaillent dans l'organisme. Là, ils ont un job à temps plein, puis ça va bien, puis ils redonnent, ils disent toujours, je redonne ce que j'ai reçu, mais ils sont formés. Des jeunes qui sont sortis de la rue par un organisme qu'on soutient, entre autres dans les quartiers centraux de Québec, Squat Basseville. Il y en a un qui ont sorti de la rue, qui a fini sur leur conseil d'administration, il a fini son bac en criminologie à l'Université Laval. Tu sais, quand je parlais on est 5 personnes sur 5 qui bénéficient de une personne sur 5 qu'on a sorti de la pauvreté, là, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas juste des histoires de Cendrillon, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. On n'est pas naïfs, là. Mais pour tous ceux puis toutes celles qui ont réussi à sortir, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis ça nous montre aussi que
pas vrai que les personnes qui sont en situation de pauvreté, qui sont en précarité, que des fois, on a peut-être un petit biais là, à se dire « Ouais, mais tu sais, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Ils méritent. » Dans le fond, ce qu'on se dit, on le dit pas tout haut, là, mais ils méritent peut-être un petit peu. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Dans l'immense majorité des cas, quand j'entends des fois des gens dire « Ouais, mais il y a du monde dans la rue, là, ils ont choisi ça. Là. Ils ont choisi ça. » Et non, il n'y a personne qui choisit ça. Puis des fois, si on a des discussions avec des gens qui sont dans la rue puis qui disent ça, « Ouais, non, moi, c'est la liberté. » Mettons-nous à leur place, là, 2 minutes. Tu n'as plus de contrôle sur rien dans ta vie. Depuis combien de temps? Tu es rendu dans la rue. Tu essaies de dormir au froid. De temps en temps, tu réussis à avoir une place dans un refuge. Tu es encore un être humain qui veut avoir l'impression d'avoir un peu de sentiment de contrôle. Ça se peut-tu que certains, des fois, pourraient dire ça parce que ça les réconforte de dire « Non, mais c'est un peu mon choix ». Des vrais bons intervenants, des gens qui développent des relations vraiment profondes et à long terme avec ces gens-là, ils nous disent 2 choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces gens-là, beaucoup de sagesse dans la rue dont on ne devrait pas se priver. Puis la deuxième, c'est pas vrai qu'ils ont choisi ça, puis ils veulent s'en sortir. Là, ça vient avec une panoplie de problèmes, là, puis moi, je ne suis pas intervenante, là, fait, je peux pas. Mais ça reste que c'est vraiment la volonté des gens qui sont en situation de précarité, qu'on soit dans un épisode où est-ce que ça va moins bien, puis qu'on a besoin d'aide alimentaire, puis qu'on va se retrouver après, puis que ça va aller mieux. Il n'y a personne qui a choisi ça. On soutient des groupes même qui aident les gens dans la diversité d'orientation sexuelle et la diversité de genre, puis des programmes, entre autres, d'éducation dans les écoles pour parler, entre autres, de transphobie, c'est toujours les mêmes questions au départ qui arrivent, même dans ces situations-là. Ouais, mais, tu sais, ils ont décidé ça, ils ont choisi ça. Il n'y a personne qui choisit un parcours de même. Hey, imagines-tu faire un parcours aussi difficile que ça par choix? C'est pas vrai. Puis ils valent la peine qu'on les aide. Puis ils valent la peine parce que nous autres, on va tous en profiter si ces personnes-là sont bien. Oui, moi je pense que de toute façon, si cette personne n'est pas aidée, c'est une personne qui va probablement finir justement encore pire que la situation dans laquelle elle est. Donc, en fait, ça vaut au moins la peine d'essayer. Je veux dire, il y a rien à perdre. Puis, ce que je trouve intéressant dans un des points que tu as mentionné, c'est que finalement, puis moi, c'est ce que j'essaye de véhiculer un petit peu avec le podcast aussi, c'est que chacun est un peu responsable. Tu sais, on parlait tantôt un peu qu'il y a les organismes qui sont là pour supporter. Mais moi, je pense que c'est aussi... c'est très bon support et la société en général a un rôle à jouer, chacun a un rôle à jouer là-dedans, justement éviter de discriminer par défaut des personnes qui ont qui sont dans une situation X ou Y ou qui ont un mode de vie donné. On peut tous décider où est-ce qu'on se place, nous, là, notre curseur personnel, là, entre le chacun pour soi puis le un pour tous. On peut décider où est-ce qu'on le met, notre curseur. Si on le met tous dans le chacun pour soi, ben ça va finir qu'il n'y en aura pas d'aide. Il n'y en aura pas d'aide, puis ça va être la méritocratie, puis ben organise-toi, puis ça va être comme ça. Ça veut aussi dire que si tu es né malchanceux avec, je sais pas moi, une déficience intellectuelle, un handicap, organise-toi, il faut que tu mérites. Tandis que plus on se tasse tous vers le un pour tous, plus finalement on finit par se retrouver nous-mêmes personnellement un peu, je dirais, choyés par ça. Vraiment. Fait que ça, après ça, il faut que chacun fasse son choix. Nous, on a le grand privilège chez Centraide d'avoir des gens autour de nous extraordinaires. Tu sais, on a plein de bénévoles qui travaillent avec nous. On a plus que 325 campagnes en milieu de travail, des entreprises qui font des campagnes Centraide avec des gens qui prennent le temps d'écouter des témoignages, qui font des activités de bénévolat, qui vont... Tu sais, tout ça, ça fait que c'est des gens qui choisissent de mettre leur curseur sur le un pour tous, là. C'est ça aussi qui fait que notre Centraide va bien. On aimerait ça toujours avoir plus de moyens pour soutenir plus d'organismes, mais notre Centraide va vraiment bien. Puis notre Centraide, ben, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tous les gens autour, là. Puis quand on se compare, d'ailleurs, à d'autres Centraide, ça fait partie du mouvement United Way. Hein, au reste du Canada, ça s'appelle comme ça. En dehors du Québec, c'est des United Way. Puis ça, United Way, c'est mondial comme
comme organisation. Bien, quand on se compare, nous, ici, dans Québec-Chaudière-Appalaches, on est un des seuls centres-aides à avoir une certaine croissance à chaque année de nos campagnes qui nous permet d'avoir un filet d'organismes communautaires aussi fort qu'on a, malgré tous les besoins criants là, qu'ils ont. Là, je ne voudrais pas avoir l'air de dire que je le sais qu'ils en ont des besoins et qu'ils sont réels, mais ça reste qu'on a ce beau privilège-là d'être bien entouré de gens qui sont très solidaires. La communauté d'affaires à Québec-Chaudière-Appalaches, là, vraiment, la responsabilité sociale, c'est pas juste une phrase en l'air pour eux. Là. Moi, je le vois au quotidien. Vous venez d'écouter la deuxième partie de cet épisode avec Isabelle Genet. On parle d'OBNL, mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces organismes sont gérés ou les compétences requises pour en devenir gestionnaire? Pour tout savoir sur le sujet, ne manquez pas la troisième et dernière partie de cette rencontre. Isabelle revient sur son parcours professionnel et comment ces expériences lui ont permis de renforcer ce pont entre les donateurs qui soutiennent Centraide et les OBNL qui soutiennent la population.